Bonjour à tous. Je pense que ça enregistre. Pareil. On a le plaisir de présenter cette table ronde au sujet de l'incubateur du CMN, le Centre des Monuments Nationaux. C'est un incubateur qui est sans équivalent en France, certainement en Europe, voire même à l'étranger. Donc Valérie Sangor nous en dira peut-être un peu plus. Mais c'est quand même quelque chose d'assez unique en son genre. Ça a été initié en 2017 par le Centre des Monuments Nationaux et ça accueille actuellement sa deuxième promo de start-up qui va commencer en janvier 2020, c'est ça ? D'accord. Et donc jusqu'à présent, une quinzaine de start-up donc sont donc accueillies par le CMN afin de rénover, afin de transformer la médiation culturelle, l'image du patrimoine, du bâtiment. Et à l'heure où les musées et les bâtiments certains, en tout cas musées, certains monuments ont une surfréquentation, ont énormément de fréquentation. Donc je pense à la Tour Eiffel avec 7 millions de visiteurs par an. Le Louvre, vous connaissez, plus de 10 millions comme de visiteurs avec des expos qui sont incroyables. La médiation, le problème de la médiation culturelle est quand même au cœur du sujet. Donc, alors comment est-ce qu'un monument, une institution centenaire donc qui gère une centaine de monuments est arrivée à mettre au point cet incubateur exceptionnel, je répète, vraiment exceptionnel, et à offrir ces monuments comme terrain d'expérimentation start-up. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors, on a le plaisir d'accueillir Valérie Sangor, qui est donc la directrice adjointe du Centre des Monuments Nationaux, en charge de l'innovation, du développement et des grands projets. J'ai bien dit. Alors après, dans la quinzaine de start-up qui ont été incubées, première promo et seconde promo, on a donc, pour pas tous les invités, bien évidemment. Donc il y a Laurence Giuliani, qui est fondatrice de la société Aken, nantaise. Voilà, qui est spécialisé dans la médiation sonore et la technologie des objets connectés. Alors, un de ces dispositifs phares, c'est le parapluie connecté, qui est disponible dans certains offices de tourisme, en tout cas, qui marche très bien, et qui propose des visites de villes ou de sites extérieurs. Nino Sapina, qui est donc le cofondateur de la start-up Realcast, qui est spécialisé dans les applications de réalité augmentée, enfin mixte plutôt. Une de ces applications, mais il vient de gagner, il nous dira, il vient de gagner hier soir même un grand prix ici, et c'est exceptionnel aussi. Et donc il a une de ses applications phares aussi que l'on peut voir, c'est au Musée de la Libération à Paris, qui remporte un grand succès. Et puis à sa droite, Pierre-Yves Toulot, qui est le fondateur de la start-up Intensity, qui va mettre au point un dispositif très original de mise en lumière du patrimoine, enfin mise en lumière digitale du patrimoine. Avant, il a fondé la start-up Whatsit, qui édite un logiciel de simulation de mapping. Et avant, en 2003, il a cofondé CosmoAV, qui est une entreprise qui est une des entreprises leaders au niveau du vidéomapping et de la projection monumentale. Voilà. Alors là, je cède tout de suite la parole à Valérie Sangor. Alors, comment est-ce que le CMN a été amené à offrir donc aux startups ces monuments comme terrain d'expérimentation? Bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation ce matin pour cette table ronde. Je suis ravie d'être aux côtés de 3 équipes qui ont été ou qui sont en ce moment accompagnées par le CMN et je ne vais pas me substituer à chacun d'eux d'ailleurs qui témoigneront de la manière dont ils perçoivent cette collaboration avec le CMN. C'est lui que je me rapproche. Voilà. Oui, c'est quelques slides si besoin. Alors, l'incubateur du patrimoine. Vous voulez que je bouge ? Oui, je vais mettre là.
L'incubateur du patrimoine est une initiative qui n'est pas née ex nihilo. En fait, elle procède de toute une démarche très volontaire engagée par le CMN depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années maintenant. Et elle s'est construite donc à partir de l'expérience acquise pendant ces années, au travers de très nombreux projets, très nombreux projets de déploiement de dispositifs numériques, d'expérimentation tous azimuts, si je puis dire, au sein des monuments, avec les équipes des monuments, et toujours dans une grande cohérence avec la stratégie globale de l'établissement et ses enjeux. Donc il est apparu au bout de 10 années de projets qui ont vraiment, je dirais, infusé à la fois les pratiques, les métiers en interne et permis de construire un tissu de partenariat très solide et varié avec les acteurs des écosystèmes. Il est apparu assez pertinent de structurer une offre d'incubation. Alors le terme, on reviendra peut-être là-dessus, est aujourd'hui tellement utilisé qu'il ne veut pas forcément dire grand-chose, mais dans notre esprit, en tout cas, cette incubation passe par un rapport très étroit au terrain, à l'expérimentation, et procède de l'envie vraiment de construire de manière horizontale, partenariale, une relation forte entre un monument et une start-up au travers d'un dispositif, d'un outil dont on pense qu'il va pouvoir à la fois innover dans les métiers et ou dans le rapport des visiteurs au monument. Alors, là, vous avez juste quelques mots peut-être sur le CMN, donc qui est effectivement l'un des premiers opérateurs culturels et touristiques français avec plus de 10 millions de visiteurs par an. Ce qu'il faut retenir peut-être ici et qui a un impact dans mon propos, c'est la dimension de réseau. Ça a été dit, en effet, le CMN fédère plus de 100 sites partout en France, qui sont extrêmement variés, tous différents les uns des autres, ce qui nous amène à être à la fois, je dirais, dans un enjeu de gestion de réseau, de politique de réseau, avec des outils, notamment numériques, très structurants, qui sont développés pour l'ensemble des monuments, qui sont ensuite gérés localement, territorialement par des équipes dédiées. Et en même temps, il y a toute une profusion d'initiatives qui sont prises par les équipes des monuments eux-mêmes dans les territoires dans lesquels ils s'inscrivent. Donc la politique numérique d'innovation du CMN, notamment au travers de l'incubateur du patrimoine, doit vraiment se comprendre à la fois à cette échelle réseau national, autant que dans une logique d'impact territorial. Si vous voulez passer peut-être... Ah bah merci, slide suivant. Voilà, donc je le disais, cette politique numérique dont procède l'incubateur du patrimoine est vraiment, et je crois que c'est aussi ce qui fait sa légitimité en interne et ce qui a permis de fédérer tout un réseau de correspondants au sein des directions du CMN à Paris et au sein des équipes des monuments dans les régions de France. Il y a un alignement très fort entre les missions du CMN et les missions de l'incubateur du patrimoine, qui est donc pour nous une sorte à la fois de plateforme, encore une fois de collaboration avec les startups, une sorte d'observatoire aussi au fond des tendances. On ne dirait pas qu'il est peut-être exhaustif, mais en tout cas par le nombre de candidatures qui nous sont envoyées pour chaque promotion, de l'ordre de 90, on a là quand même une sorte d'observatoire assez intéressant des grandes tendances de l'innovation culturelle et patrimoniale. Donc ce dispositif, au fond, il constitue aussi, j'espère pour les startups, un moyen d'entrer en contact assez facilement, d'avoir un canal de dialogue lisible avec une institution comme la nôtre, qui est évidemment une structure importante. Et parfois, il peut être compliqué de l'extérieur de se dire bon, j'ai un projet, qui je contacte, voilà, quel est le mode d'entrée le plus simple vis-à-vis d'une institution comme celle-ci. Et donc l'incubateur, je crois aussi, permet d'apporter cette lisibilité. L'expérimentation est vraiment, je crois, ce qui fait le point de jonction entre les intérêts des startups et celles de l'incubateur du patrimoine, dans l'idée de mettre à l'épreuve d'une certaine manière, c'est-à-dire d'offrir en effet aux startups l'opportunité de tester en conditions réelles avec les équipes des monuments un projet, et donc de confronter ce projet en l'état, donc en général à l'état de prototype, au regard et au test des
des visiteurs autant que des opérateurs culturels que sont les équipes des monuments, qui ont justement la charge de déployer ces dispositifs, de s'assurer qu'ils répondent aux problématiques des monuments et dans les contraintes très fortes qui sont celles des situations patrimoniales, c'est-à-dire avec des sujets de conservation, de sites, des sites d'ailleurs qui sont en général pas équipés, pas prévus pour accueillir des dispositifs numériques. Voilà, donc il y a vraiment une mise à l'essai, une confrontation à la réalité, je pense, mais chacun en parlera évidemment mieux que moi, j'espère propice à la réflexion et surtout à l'ajustement dans la mise au point de ces projets avant leur mise en marché. Alors là, vous voyez à l'écran quelques-uns des jalons clés dans la politique numérique de l'établissement depuis 10 ans. Donc, comme je le disais à l'instant, on a testé beaucoup de choses, des robots facilitant l'accessibilité à certains monuments, des dispositifs de réalité virtuelle, mixte, augmentée pour renouveler les expériences de visite, des chatbots aussi pour faciliter le travail des agents, et l'incubateur au fond donc se veut susceptible d'embrasser toutes ces problématiques. Donc on a parlé de la médiation, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de problématiques aussi B2B, je dirais, qui ont un impact direct dans les métiers des agents du CMN, qui sont aussi des axes de sélection forts pour nous, des startups de l'incubateur, qui en est effectivement aujourd'hui à sa 2e promotion avec 7 équipes accueillies donc l'année dernière, et là aujourd'hui, cette année 8 qui sont déjà sélectionnées mais qui vont engager leurs expérimentations à partir de cette fin d'année, début 2020. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu les critères de sélection de ces startups? Comment vous les sélectionnez? Alors, il y a des critères, je dirais, qui sont assez standards pour les incubateurs, c'est-à-dire une évaluation qui porte sur le projet de la start-up elle-même. Enfin, je dirais sa solidité du point de vue de l'équipe qui porte le projet, sa lucidité, on va dire, par rapport au marché, son ambition aussi, la structuration de son projet. Donc bon, ça c'est quelque chose encore une fois qui, je pense, qui est audité par tous les incubateurs qui reçoivent des dossiers. Dans le cas de l'incubateur du patrimoine, ce qui compte aussi évidemment de manière plus spécifique, c'est ce sujet du rapport au CMN, c'est-à-dire au fond. Je crois que c'est peut-être le plus important, en tout cas pour nous, c'est qu'est-ce qui va fonder le partenariat, y a-t-il des intérêts convergents, des intérêts partagés entre la start-up et le CMN? Parce que je dirais c'est à partir du moment où il y a un intérêt bien compris, dans le bon sens du terme, que je crois va pouvoir se mettre en mouvement l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va choisir des startups qui ont des enjeux de tests qui coïncident avec des problématiques fortes pour le réseau global du CMN ou un monument en particulier. Donc voilà, quelle est la nature de cette expérimentation? Est-ce qu'elle croise les enjeux du CMN? Les conditions de déploiement de cette expérimentation sont-elles réalistes? Quelles sont les conditions requises pour pouvoir mener à bien cette expérimentation? Voilà, donc ça c'est tout un autre jeu de questions que nous nous posons au moment de la sélection. Et puis effectivement aussi les enjeux dans la durée, c'est-à-dire quid de l'expérimentation, des résultats d'expérimentation, à quoi va-t-elle conduire, quelle est l'étape suivante pour la start-up? Puisque pour le CMN, c'est vrai que la création de l'incubateur du patrimoine procède aussi d'un intérêt qui va au-delà de ceux de l'institution elle-même, mais plutôt, je dirais, qui doit avoir une résonance à l'échelle de l'ensemble de la sphère patrimoniale. C'est-à-dire que pour le CMN, comme pour Paris Musée ou pour la RMN, enfin tous ces établissements avec lesquels nous sommes en dialogue, ce qui est important, c'est d'aider aussi à structurer tout un écosystème d'acteurs, d'aider à contribuer dans la mesure de nos moyens à solidifier des jeunes acteurs qui apportent justement leur créativité, leurs innovations
aux institutions que nous sommes et qui vont être ensuite des partenaires, des prestataires de services avec lesquels nous allons pouvoir déployer des projets dans la durée. Voilà. Donc l'incubateur pour nous, c'est aussi ça, c'est-à-dire un levier pour accompagner cette génération d'acteurs dans l'espoir ensuite de pouvoir, au-delà de l'expérimentation, parce que l'expérimentation a une fin, elle a une finalité, elle a des objectifs et une fin, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble derrière. Alors, Laurence Giuliani, en plus, avec, enfin, je veux dire, l'expérimentation, donc in situ, est quelque chose de fondamental pour votre projet, parce qu'en plus d'être une expérimentation, il bouleverse aussi un peu les usages des visiteurs des musées. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur votre projet ? Oui, merci Annick. Bonjour à tous, je m'appelle donc Laurence, je représente la société Aken. Juste un tout petit aparté rapide sur la notion de start-up. C'est pas pour contredire Valérie qui emploie ce terme, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un écosystème culturel, patrimonial, muséal, voire touristique, où finalement l'ensemble des jeunes boîtes, alors d'autres fonctionnent différemment, mais ont quand même un fonctionnement qui est parfois plus lié à une notion d'artisanat, une notion de sur-mesure, à une notion d'in situ, qui en fait est assez finalement antithétique avec la notion de start-up, puisqu'une start-up c'est quand même une jeune entreprise à hyper potentiel et à très forte croissance, ce que nous ne sommes pas chez Aken, et c'est très bien comme ça. Voilà, donc c'est juste, ça peut sembler être de la sémantique, mais en fait souvent on s'aperçoit que c'est un peu plus que ça. Voilà, parenthèse étant fermée, un mot sur le confident connecté que vous entrevoyez ici, que vous voyez mal, puisque au château de Vincennes, où le dispositif a été expérimenté, il fait nuit tout le temps, hein, même à 15h, puisque nous sommes au sein d'un donjon, au sein d'une chapelle qui était une cellule. Cette cellule, on l'appelle la cellule des trois religions, parce que s'y trouvent des fresques représentant les trois religions monothéistes, qui ont été réalisées par des prisonniers plus ou moins illustres. L'idée, c'était de venir révéler l'invisible et de venir proposer aux visiteurs de se reconnecter avec son environnement. Donc, notre parti pris, c'est d'utiliser la technologie au service d'une innovation d'usage. Donc, quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? L'idée pour nous, c'est de se dire, on a envie de travailler autour de la disponibilité d'esprit du visiteur, on a envie de travailler autour de l'attention, autour de l'écoute, et autour aussi un peu de la déconnexion, du lâcher-prise. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça ? L'idée, ça a été de se dire, alors le média sonore, c'est le dénominateur commun de tous les projets d'Aken, on ne travaille toujours qu'autour du média sonore, il n'y a jamais d'interface visuelle, etc. chez nous. Mais l'idée, c'était de se dire comment est-ce que la technologie, le numérique, peut nous aider à mettre le visiteur dans cet état de lâcher-prise, de déconnexion. Bien justement, en supprimant l'interface visuelle. Pour nous, l'enjeu, c'est de se dire que la technologie elle va devenir invisible. Donc la partie un peu pénible de la techno, on va se la garder pour nous. Et l'idée, c'est de se dire que on va essayer de mettre en place des projets qui soient réellement accessibles à tous. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas équipé d'un smartphone et tout le monde n'est pas à l'aise avec un smartphone. Et il en va de même pour les tablettes tactiles, etc., etc. Donc nous, on travaille autour de la figure de l'objet du quotidien, qu'on détourne. Annick parlait tout à l'heure des parapluies et des ombrelles géolocalisées qu'on utilise pour proposer des balades sonores en extérieur. L'idée, c'est de retrouver une expérience qui soit tangible. Cet objet, je peux le prendre, je peux le toucher, il a une existence concrète et réelle. Là, on a travaillé autour de la notion d'assise et la notion d'accoudoir. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on est ici sur le mobilier existant du château de Vincennes, qui est un banc. Hein. On a pris un banc dans une salle, on l'a emmené dans cette cellule. Et nous, on est venu plugger en fait un dispositif qui est en bois et qui vient en fait proposer une expérience interactive aux visiteurs. En caressant la surface de l'accoudoir, il va déclencher un certain nombre de capsules sonores qui sont autant d'évocations et de suggestions autour de la vie du donjon, l'histoire du château de Vincennes, voilà. Je ne vais pas forcément développer la question des contenus ici, mais l'idée c'est de proposer une découverte un peu sensible et où le visiteur va être dans cette espèce d'attention active. L'idée, c'est de se dire que l'écoute, le média sonore, c'est pas quelque chose qui est hyper familier.
ok, il y a une tendance autour des podcasts, etc., mais ça reste quand même un peu encore un truc d'initié. Donc comment est-ce que on va ancrer le visiteur dans l'expérience qu'il est en train de vivre en lui proposant d'être acteur, de façon à le rendre plus attentif et plus à l'écoute en fait de l'expérience qui lui est proposée. Oui, parce qu'en fin de compte, cela procède par boucle, hein, en fin de compte. C'est-à-dire que la position de la main est aléatoire, et puis en fonction de la position, on rentre dans l'histoire du propos muséal, hein, mais de manière cohérente. Chaque visiteur peut avoir en plus une expérience différente. Ouais, en fait, l'écriture est assez aléatoire, mais quand même assez structurée pour permettre à la personne d'avoir une idée cohérente du monument. Il faut un minimum de dramaturgie parce que le visiteur, on l'emmène quand même à caresser un accoudoir, quoi. Donc concrètement, il faut un peu le rassurer avec des codes, en fait, avec des cadres. C'est exactement comme quand on lit un livre, hein. Il y a des seuils, il y a des chapitres. Voilà, on a des références, des périmètres qui nous rassurent et qui nous permettent d'aller plus loin et de faire confiance à l'expérience. Cette notion de confiance, je crois qu'elle est très importante. Nous, on fait pas mal de choses avec les communautés Muséomix et on s'aperçoit souvent que au deuxième jour, vous savez, Muséomix c'est sur 3 jours, au deuxième jour, les idées les plus farfelues arrivent, c'est plutôt chouette, on expérimente tous azimuts, mais en fait souvent on se rend compte qu'on oublie le regard du visiteur. Enfin, moi, je me suis retrouvée à Saint-Brieuc avec un prototype où l'idée, c'était d'allonger une personne sur un banc à plat ventre dans le noir avec des palmes et qu'elle mette ses mains dans des algues, les yeux bandés. Et là, je crois que c'est un peu risqué quand même. Enfin, moi, en tant que visiteur, je ne sais pas si j'apprécierais vraiment l'expérience. Et c'est en ça que je rebondis sur les propos de Valérie sur la question de l'expérimentation, puisque tout ce que je vous raconte est très théorique en définitive. L'idée pour nous, en venant installer ce dispositif au château de Vincennes, c'était de l'éprouver au principe de réalité et de passer l'épreuve des usagers et des visiteurs et de voir à quel point on était dans le juste ou pas dans le juste. Et ça a été très riche d'enseignements pour nous, puisque le prototype que vous voyez ici ne restera qu'un prototype. Pour le coup, on est revenu à l'atelier avec pas mal d'aménagements à y faire. Bon, je vous ai parlé des questions de lumière, puisqu'après on l'a transposé dans un office de tourisme en Pays de la Loire derrière une baie vitrée plein sud, où là, du coup, ça fonctionnait plus pour des raisons inverses. Et puis on s'est aperçu aussi que cette notion de venir caresser un espace totalement vierge, c'était quand même sacrément pas simple pour les usagers. Donc on est en train de retravailler non pas sur une interface visuelle, mais sur une interface qui soit plus tactile et qui soit plus friendly en fait pour le visiteur. Oui, en fin de compte, c'est un dispositif qui demande aussi une médiation. Aussi. Eh ben, c'était bien l'enjeu, c'était tout à fait l'enjeu parce que typiquement, autant dans un musée, on va trouver des agents postés, on va trouver des médiateurs, des médiatrices, etc. Autant au château de Vincennes, il n'y a pas d'agents postés en salle. Et ça, c'était vraiment intéressant pour nous parce que nous, tous les projets qu'on a déployés jusqu'alors, il y a toujours de la médiation humaine en amont. Et là, en l'occurrence, on a posé ce dispositif et puis on est parti. Et c'était très bizarre comme sensation. Et c'était drôle de se dire que les gens allaient traverser cette cellule et peut-être ils allaient s'emparer du dispositif ou pas, mais qu'ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et c'est vrai que cette question de la médiation, nous, on constate en effet que c'est souvent difficile, et je pense que Nina pourra témoigner un peu de cette question aussi, que même quand on est dans le numérique, la médiation humaine, c'est difficile de l'écarter totalement. Merci et tant mieux, Merci pour cette transition. Alors effectivement, Nino, les applications en réalité mixte, on connaît quand même, un peu plus que le confinement connecté quand même, qui est une première. Mais quand même, néanmoins, ça demande de l'expérimenter in situ et c'est toujours très très important. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre projet aussi? Oui. Et puis parler aussi quand même du prix que vous avez eu hier. Ça marche. J'ai essayé d'expliquer beaucoup de choses en peu de temps. Donc bonjour à tous, Nino Sapina, cofondateur de Realcast. Donc une société qu'on a créée il y a 2 ans, dans le but vraiment de faciliter aux gens l'accès à la culture et proposer des contenus différents dans les lieux culturels. On montrera la vidéo après. Et donc, nous, on vient de jeux vidéo, donc on a une expertise dans tout ce qui est interactivité, tout ce qui est, je dirais, immersion dans les contenus gamifiés, entre guillemets. Et en fait, avec la culture, c'est une autre approche parce qu'il faut raconter des choses pas forcément plus sérieuses, mais en tout cas, il faut respecter les lieux, il faut respecter leur contenu.
Et du coup, ça prend un autre sens et c'est vraiment quelque chose c'était notre ambition. Et donc, on s'est attaqué aussi à la technologie de réalité mixte, puisque pour nous, c'est vraiment un nouveau média qui va permettre un nouveau type d'interaction. Comme Laurence disait, naturel. En fait, nous, notre but, c'est que les gens aussi oublient le casque et qu'ils sont complètement projetés dans le lieu et qui voient des choses naturellement. On constate que finalement, quand c'est bien fait, les gens, ça arrive et du coup, ils oublient le casque, ils voient juste des hologrammes, ils croient que c'est des vrais objets et donc ils sont complètement plongés dans les histoires. Et du coup, on va plus loin que ce qui est téléphone ou les interfaces qu'on connaît aujourd'hui avec les PC et les téléphones. Et donc, c'est vraiment une révolution qui arrive. Nous, on est un peu au début parce que les casques, ils sont encore assez rares, ils sont très chers, ils ne sont pas vendus au grand public. Et donc, c'est un vrai challenge technique et aussi de contenu, d'adapter le contenu à ce type d'usage. Donc, on a travaillé sur plusieurs projets depuis la création de notre société. Et chaque fois, évidemment, on a essayé d'apporter des nouvelles fonctionnalités pour trouver les moyens de raconter des histoires, donc notamment développer par exemple un narrateur virtuel qui accompagne les visiteurs dans leur visite, qui est un élément très fort et très important, parce que les gens peuvent être perdus dans un monde virtuel, et en fait c'est une relation émotionnelle qui se crée entre les visiteurs et un personnage qui est là, qui s'occupe d'eux, et il s'adresse à eux. On a développé tout ce qui est interaction, déclencher les choses de façon facile, juste en les regardant. Donc, pas besoin d'apprendre des gestes, pas besoin des interfaces, des boutons, des choses comme ça. Donc voilà, on a vraiment travaillé sur le côté accessibilité à tout le monde. Et on voit même que les personnes qui sont aujourd'hui un peu coupées des technologies, en fait, grâce à cette approche, elles sont très contentes et sont heureuses au fait de pouvoir rencontrer la technologie dans les lieux comme ça, sans effort particulier d'apprentissage nouveau. Voilà, donc parler un peu de dernier projet qui va illustrer un peu notre travail. Donc en fait, c'est un projet qu'on a déployé en fin août, à 75e anniversaire de la Libération de Paris. Donc c'est un nouveau musée qui est ouvert à ce moment-là. Et donc dans le sous-sol du musée, il y a un bunker à 20 mètres sur terre où il y avait les résistants qui organisaient la résistance pendant les 2 semaines de la Libération de Paris, avant que les Alliés arrivent. Et donc, il y avait le fameux colonel Roll avec sa femme, avec les FFI, avec d'autres résistants qui communiquaient avec les résistants qui étaient à Paris et qui organisaient cette résistance. Donc, c'est un événement qui n'est pas forcément connu. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Puis c'est un lieu assez exceptionnel parce qu'il est caché. Il a une vraie ambiance physique. Même quand il est vide, quand on rentre dedans, on sent vraiment des choses particulières. Et puis, grâce à ces technologies-là, en fait, on est vraiment plongé dans cette histoire. Donc je vous invite à y aller parce que c'est ouvert tous les jours, sauf lundi et tous les après-midi. Mais il faut réserver. Il faut réserver sur place pour l'instant. Je pense que le musée va mettre en place un système de réservation Internet à partir de l'année prochaine. Donc on est encore un petit peu au rodage, il peut y avoir quelques bugs, mais globalement on a des super retours. Et donc on a gagné le prix ici hier, la Grand Prix de la réalité augmentée. Et donc tout le jury, évidemment, il est passé voir l'expérience et ils étaient assez bluffés par cette possibilité-là. Parce qu'encore une fois, nous, on utilise par exemple le casque HoloLens, qui est un casque qui est plutôt utilisé dans l'industrie, qui est assez technique. Et donc, notre but, c'était qu'on oublie tout cet aspect technique et que les gens, ils n'ont rien à faire, ils ont juste à rentrer dans l'expérience et visiter. Donc, voilà, c'est réussi. Donc, voilà un petit film qui illustre tout ça. C'est pas forcément le dernier montage, on vient de le faire. Donc, vous allez voir les images de ce bunker. Il y a quelque chose d'exposé, mais assez vite. Il y avait un film d'archives qui nous a inspiré, qui nous a donné des éléments d'histoire. Colonel Roll, à son poste de commandement, dictait ses ordres. Donc voilà, les gens se baladent en fait, et là vous avez Realcast, et on développe l'expérience en réalité augmentée, qui sont interactives et qui permettent aux visiteurs de se plonger dans l'histoire du lieu. Actuellement, nous avons déployé la toute dernière expérience au musée de la Libération de Paris. Donc c'est une expérience qui permet aux visiteurs vraiment de rencontrer les résistants de l'époque et donc de vivre ces moments comme s'ils vivaient en 1944. Le poste de commandement de Roll-Tanguy se trouve à 20 mètres sous terre, à 20 mètres en dessous du musée. Et à cause de conditions d'humidité assez fortes, il y a beaucoup de contraintes pour vraiment remettre en contexte ce fourmillement et cette agitation folle. Donc on a opté pour cette nouvelle technologie. On a transformé l'histoire en quelque chose d'interactif, ce qui permet en fait aux visiteurs de vraiment de jouer un rôle. On a des comédiens qui vont jouer ce qu'on a écrit, comme la manière d'un film. Ce
sauf que ça va être en film virtuel. On scanne les comédiens, ils gardent leur enveloppe, ils sont en costume, et ensuite, plus tard, c'est une autre étape, on ajoutera la voix. Jaillis de notre sol, nés de notre chair, de notre sang et de nos larmes, les forces françaises de l'intérieur qui libérèrent Paris sont devenues un élément de notre armée nouvelle. La réception a été extrêmement bonne au niveau des publics, au niveau des critiques du monde muséal, ce qui fait que ça devient un atout majeur pour le musée. On inscrit définitivement ce dispositif sur du pérenne. C'est une première en France. Voilà, donc c'est un aperçu, voilà, montage pas forcément définitif, mais voilà, ça vous permet de voir. Après, le problématique des vidéos, c'est que ça peut jamais retranscrire les vraies expériences que vous pouvez vivre dans le lieu. Donc c'est une grosse différence. Donc je vous invite vraiment d'y aller pour tester, parce que voilà, on peut pas, c'est un autre média, et donc il mérite d'être testé. Voilà. Et pour l'incubateur alors? Et donc pour l'incubateur, donc nous on faisait partie de la première promotion. Donc il y a un an, un peu plus d'un an, on a été sélectionné par le CMN pour participer à cet incubateur, qui était aussi une première pour eux de mettre en place un travail avec les jeunes entreprises ou les startups, il faut les appeler comme on veut, mais globalement, et d'expérimenter une nouvelle façon de visiter les monuments. Donc on a beaucoup participé à différents workshops, beaucoup de rencontres avec les monuments aussi, les personnes qui gèrent les monuments. Et effectivement, chaque monument a son histoire et sa façon de visiter aussi. Donc on a choisi un monument qu'on ne peut pas encore annoncer officiellement, je pense. Ah bon? Je ne sais pas. Voilà, on laisse un peu de temps, mais globalement, voilà, on va déployer une expérience comme ça dans un monument. Ça serait une histoire plus ancienne, donc plus médiévale. Mais voilà, dans un monument très connu qui aussi reçoit beaucoup de visiteurs et qui... Et du coup, grâce à cette expérience, ils vont vivre l'histoire de cette époque et de ce monument. Et donc voilà, ça va être. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce qu'on peut dire. D'accord. Voilà. Okay, d'accord. Donc, voilà. Donc ça sera une expérience collaborative. Et je n'en ai pas parlé, mais voilà, on a découvert aussi que l'aspect collaboratif est très important, parce qu'en fait, quand on fait une visite ensemble avec sa famille ou ses amis, et on peut faire des choses, parce que nous, on permet aux visiteurs de manipuler les objets ou déclencher les actions. Du coup, ça prend une autre dimension parce qu'on peut s'entraider et on peut expérimenter chacun une expérience assez unique grâce à ça. Donc, c'est les ressorts de jeux vidéo qui s'adaptent en fait à ce type de visite. Oui, parce que vous avez quand même un cadre, je veux dire, vous ne partez pas d'une feuille blanche. Vous avez quand même un cadre d'écriture, un gameplay, des mécanismes de gameplay qui reviennent, qui sont récurrents d'application en application. Ou alors à chaque fois, vous... Non. Enfin, nous, en fait, après, on a différents types d'interactions, donc différents types d'expériences qu'on a fait. Il y a des choses qui se passent plutôt autour d'une maquette. Donc ça, c'est par exemple les interactions qui sont là pour expliquer une vue globale autour d'un site ou d'une histoire. Donc ça, c'est un type on appelle ça gameplay. On a un autre type de gameplay qui est plus façon aventure, où on est vraiment en taille réelle avec les hologrammes autour de nous, comme vous avez pu voir là. Donc là, vous vivez une aventure dans un lieu. Et après, on a aussi un autre mode qui est plus une sorte de tour. Donc, vous savez, tour, une chasse, où vous vous déplacez dans un espace assez grand et vous voyez des hologrammes qui vous guident et qui vous font déplacer dans un espace qui peut être assez grand. Par exemple, ce qu'on a fait au musée Quai Branly, on a fait une chasse aux fantômes. Et là, en fait, c'était dans la bibliothèque qui était assez grande. Et donc, on chassait les fantômes d'Asie qui étaient exposés à ce moment-là dans le premier étage. Et donc, voilà, c'était plus une découverte dans un espace assez grand. Donc, en fait, il y a plusieurs ressorts. Après, nous, on utilise toujours les mêmes techniques d'interaction. Et notre ambition, c'est de participer à ce nouveau langage et de mettre en place des bases d'interaction pour ce média qui est en train de se développer. Et que, voilà, on pense qu'on peut apporter quelque chose là-dessus. Voilà. Alors, Pierre-Yves Toulot, nouveau média. Alors là, vous allez apporter quelque chose, un outil révolutionnaire qui n'existe pas, qui va certainement changer beaucoup de choses au niveau de l'éclairage du patrimoine. Donc là, si on peut parler d'immersion, d'interactivité, là pour le coup c'est extérieur. Alors est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Peut-être pas qu'extérieur. Comment? Peut-être pas que extérieur, mais on va voir. Non, bah, déjà pour parler du CMN et de l'incubateur, nous on est tout neuf, on
On a eu la chance d'être sélectionné au mois de juin. Date annoncée, oui, mois de juin. C'est d'autant plus pour nous une chance et une expérience incroyable, c'est que cette idée d'Intensity avait germé depuis quelques années. On avait l'envie très forte de la faire naître, et c'est vraiment l'incubateur, c'est le fait d'avoir été sélectionné qui nous a déclenché la création de la société, en fait, de la start-up. Et donc voilà, maintenant c'est parti officiellement. Intensity existe, les développeurs ont commencé à travailler, les partenaires arrivent, les investisseurs arrivent aussi. C'est important, faut en parler. Ça se fait pas avec rien. Et c'est beaucoup grâce au CMN et à l'incubateur. Et donc pour l'instant, on n'a pas commencé d'expérience au sein du CMN, mais ça y est, le planning commence à arriver. Je crois qu'on en a une première qui sera janvier-février du côté de Castelnau et 3 autres pendant l'année qui vient qui vont nous servir de champ d'expérimentation très important pour notre projet, parce qu'on a besoin c'est un projet donc d'éclairage architectural, de lumière digitale. Donc nous, Intensity, c'est une plateforme de gestion de cet éclairage digital. C'est important qu'on puisse confronter à différentes architectures, différents lieux, différents publics, différents opérateurs. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses, et qu'on a commencé à avoir et qu'on va avoir d'autant plus au sein du CMN. C'est-à-dire que là, on est aujourd'hui sur l'idée de pouvoir questionner les opérateurs tous d'un coup via un formulaire en ligne pour connaître un peu leurs envies, leur marché, leur impression par rapport aux produits. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir de nous-mêmes. C'est grâce au CMN et à ce réseau qu'on va pouvoir avoir ces réponses. Voilà, et c'est vrai que la liste des lieux fait rêver. Quand on nous dit qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez expérimenter, c'est juste comme Noël. C'est un voilà, cadeau. Donc, C'est un cadeau. là, on a eu 3 beaux cadeaux déjà, à prévu déjà, mais et donc maintenant, il faut y aller, il faut falloir expérimenter. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quand même, en gros, en quoi cet éclairage digital diffère de l'éclairage que l'on trouve actuellement patrimonial? Alors, le but est le même. C'est la mise en valeur du patrimoine, ça c'est évident. Ce qu'on souhaite apporter comme solution, c'est surtout des solutions il y a 2 choses. C'est la gestion de l'éclairage, qui puisse être donc c'est un éclairage pérenne, mais qui n'est pas forcément toujours le même, qu'on puisse le changer très facilement pour inviter des créateurs à le changer régulièrement si nécessaire. C'est une grosse partie de régler le problème de la pollution lumineuse. Qui déborde des façades, qui permet les nouvelles normes nous imposent de régler ça différemment. Donc nous, on apporte une solution qui les règle définitivement. Tu peux nous préciser les normes, c'est déjà comment? C'est combien les normes déjà sur la façade? C'est pas chiffré, c'est juste qu'il faut pas que ça déborde en fait. Faut pas éclairer le ciel, il faut pas tout ça. Donc nous, on utilise. Alors, pour la petite histoire, donc tu m'as présenté tout à l'heure sur 16 ans d'existence, c'est parfait. Avant ça, il y avait encore une autre existence qui était celui de concepteur lumière architectural. Ouais. Et donc pour moi, c'est au bout de 16 ans réunir tout ce qui a pu être fait et mon métier d'origine dans un nouveau média, une nouvelle façon de faire et une nouvelle approche de l'éclairage, en tout cas de façade. Je ne parle pas d'illumapping ici parce que même si c'est issu de ces technologies-là, c'est un nouveau développement. Ça va être de nouveaux outils hardware qui seront développés par des partenaires. Donc c'est quelque chose d'une nouvelle industrie, j'espère en tout cas. Dans la révolution, en tout cas dans les retours qu'on en a, c'est ce qui se passe. Et voilà, donc on voit passer des schémas sur les slides là, mais en gros c'est très simplifié sur le fait que ça s'adresse aux opérateurs, aux concepteurs, à la maintenance et aussi une partie d'interaction qu'on souhaite assez forte avec le public. Parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est que pour nous l'architecture venant du mapping, l'architecture n'est pas... C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir visiter la nuit, qui doit pouvoir se déclencher, qui doit pouvoir changer en fonction du nombre de visiteurs, de pouvoir les faire intervenir sur l'aspect même de la lumière, par exemple. Ou le monument lui-même. Complètement. C'est une interaction de toute façon, vu que c'est cette lumière qui va le rendre visible et qui va pouvoir jouer avec lui. C'est de créer cette interactivité possible. Voilà, donc c'est aujourd'hui pour nous un début d'incubation qui va être sur 1 an, qui nous amènera à la preuve de concept de la première étape de développement, avec les premiers tests jusqu'à un test public d'ailleurs, en septembre.
j'espère en tout cas. Septembre 2020 alors. Septembre 2020 pour la journée du patrimoine. Et puis après, on estime à encore 2 ans de développement pour la plateforme finale. Voilà. Donc un long projet, comme pour nous tous. Oui, ça va être extrêmement, parce que je disais tout à l'heure, ça va révolutionner quand même. Enfin, le marché est énorme. Enfin, on parle de dispositifs incubés par le CMN, et celui-là, son avenir, c'est vraiment une grande industrialisation. C'est une grosse. Enfin, on parle effectivement. Le marché est une énorme, échelle gigantesque. assez large, oui, parce que là, on parle patrimoine, et c'est vrai, l'axe qu'on a donné à Intensity, c'est le patrimoine, parce que ça résout beaucoup de problèmes sur la mise en valeur du patrimoine et des bâtiments anciens, classés, protégés, etc. On travaille avec des associés sur cette application sur de l'architecture contemporaine, voire nouvelle. C'est aussi possible, c'est une nouvelle source, donc allons-y. Mais c'est vrai que l'axe de départ du patrimoine est pour nous très important. Ça lui donne aussi une histoire quelque part à ces nouveaux procédés. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me raconte. Alors, au niveau technique, au niveau des vidéoprojecteurs, est-ce que ça va être des vidéoprojecteurs, parce que là on est au Satis, donc est-ce que ça va être des vidéoprojecteurs existants? Est-ce que vous allez apporter quelque chose d'autre, ou comment vous allez opérer? Aujourd'hui, on opère nos expériences avec les projecteurs existants. Donc dans une des slides qui passe, on voit un résultat sur la cathédrale de Rouen qui a 2 ans déjà. L'idée dans l'année qui vient, c'est qu'on va expérimenter de nouveaux appareils. On commence à avoir des accords avec certaines marques qui nous ouvrent leur bureau d'études sur des équipements à venir qui seront commercialisés d'ici 1 an maintenant, 1 an et demi. Et on l'espère, mais c'est ce qui est en discussion, adapté exactement à ce procédé-là. De pouvoir être en extérieur, de pouvoir être compact, de pouvoir être comme un vrai projecteur d'éclairage et qu'on ne l'appelle pas vidéoprojecteur, même si on est d'accord, c'est la même chose. Alors, est-ce que le logiciel que vous avez développé chez Whatsit de simulation peut aussi s'appliquer à ce logiciel à une mise en lumière digitale? Ou est-ce que c'est différent? C'est complémentaire. Ce qu'on fait au sein de Whatsit, qui est des vidéo mapping sous ces outils-là, oui, ils serviront, je pense, à nos partenaires plutôt de bureaux d'études déployés, parce qu'il va falloir déployer ce système largement, enfin je l'espère, en tout cas c'est ce qui est convenu, France et étrangers. Pour l'instant on a un marché qui s'ouvre à Dublin. Où ça, pardon? À Dublin, en Irlande. Et je vais à Montréal la semaine prochaine pour discuter aussi de ce qui est possible de faire là-bas. Donc le projet n'existe pas encore complètement, on est en train de développer, mais l'attente est déjà très très forte. En tout cas, voilà. Et par rapport aux outils qu'on a pu déjà faire, ça sera complémentaire certainement, mais pour l'instant, c'est vrai que l'outil lui-même est déjà assez fort à développer. Alors, tu parlais d'intérieur aussi, de quoi s'agit-il? On est sur une source de lumière, donc si la nécessité se fait que ça peut répondre aussi à des attentes en intérieur, il n'y aura pas de souci. C'est même presque plus simple, logiquement, mais l'attente est beaucoup plus forte et les besoins sont plus forts sur l'extérieur, parce que la visibilité des monuments en ville, parce que tout un tas de choses, ou dans des sites moins visités la nuit, mais qui peuvent devenir plus visités, mais qui s'éclairent par eux-mêmes, juste par la présence du public, ou des choses comme ça. C'est là-dessus qu'on va essayer de travailler pour dynamiser ça. Et les designers lumière, quel est leur ressenti déjà? Pour l'instant, ils ont tous adhéré à l'histoire, en tout cas ceux que je connais. Certains sont partenaires d'Intensity, certains sont des connaissances qui déjà s'entraînent à réfléchir à comment on travaille avec ça. On a fait un test il y a 15 jours qui n'est pas encore en ligne, mais qui est un test de concept qui les a permis de se mettre dans qu'est-ce que c'est que ces nouvelles sources virtuelles qu'on va pouvoir utiliser et partager. Et là, c'est aussi le sujet de cette année, c'est de les confronter entre les opérateurs, les designers lumière, voir comment ils vont pouvoir travailler sur un nouveau média quelque part. Parce qu'on parle de mettre en valeur en lumière, jusque-là tout le monde connaît, mais ça va être d'une nouvelle façon. Ouvrir de nouvelles portes en tout cas. Donc je reviens au CMN en fait. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des tendances, alors il y a le podcast, il y a la réalité virtuelle, il y a le chatbot, etc. Est-ce qu'on peut déjà se dessiner, puisque c'est un véritable laboratoire, ces nouvelles formes de dispositifs
qui vont transformer le monument et le musée. Mais avant, excusez-moi, j'ai une autre question. Là, j'ai vu que le RMN Grand Palais avait ouvert au printemps un incubateur avec la société Fisheye qui permettent aux start-up également dans le secteur culturel d'expérimenter leur réseau afin effectivement de transformer l'image des musées, etc. Mais alors, la médiation pour le musée et une médiation pour le monument, est-ce qu'il s'agit de la même médiation d'abord ? Non, Laurence y faisait référence tout à l'heure. C'est vrai que dans les monuments du CMN, on n'a pas forcément systématiquement d'agents postés en salle, simplement parce qu'il n'y a pas de collection, sauf exception. Donc, en effet, le rapport au monument est d'emblée différent de celui qui s'installe dans un musée. Donc, pour en revenir à la dimension d'observatoire, alors observatoire avec des limites qui sont celles liées au fait qu'on est... les candidatures qui remontent à nous sont au fond à la croisée effectivement des tendances du marché et puis aussi de ce qui est perçu de l'extérieur des enjeux du CMN. Donc la cartographie est peut-être pas complètement exhaustive. Moi, ce qui me frappe là sur ces 2 premières promotions, je dirais c'est la montée en puissance plutôt des enjeux liés aux pratiques métiers. Alors peut-être qu'on y est aussi nous-mêmes plus sensibles, parce que volontairement sur la première promotion, on a quand même mis l'accent sur des projets associés à des dispositifs qui ont un impact direct dans la relation des visiteurs au monument. Donc en effet, essentiellement des supports de médiation. Et là, dans la deuxième promotion, alors aussi parce qu'on a repéré des projets qui nous paraissaient mûrs et très intéressants, on a diversifié le choix en intégrant aussi beaucoup plus d'innovation en termes d'outils qui peuvent être utilisés par les équipes des monuments elles-mêmes. Alors que ce soit sur des problématiques, par exemple, de financement de nouveaux modèles économiques. Là, on a par exemple dans la deuxième promotion une start-up qui s'appelle Brian Things qui installe des bornes, des cabines photographiques en réalité, qui permettent aussi de générer du microdon. Donc ça nous intéresse beaucoup de voir comment on peut varier les sources de financement et générer de nouvelles formes de recettes aussi directes pour les monuments. Dans la continuité d'ailleurs d'une première équipe que nous avons accompagnée l'année dernière qui s'appelle Be My Space, qui elle a testé le fait de pouvoir installer des espaces de coworking au sein des monuments. Les problématiques de formation aussi par l'audio sont présentes dans cette thématique est présente dans la deuxième promotion et c'est pour nous un sujet évidemment majeur à l'échelle d'un réseau comme celui du CMN avec 1400 agents et une telle diversité de compétences, d'expertise, de structurer la formation, la transmission des compétences entre les agents, entre les monuments aussi, puisqu'au fond, il y a à partir d'une même problématique, on voit en fonction des monuments, de leurs caractéristiques architecturales, de leur ancrage territorial, des réponses qui sont données, qui sont très variées. Donc la question de la formation est intéressante, au-delà même, encore une fois, des simples enjeux du CMN, mais même pour toute la filière patrimoniale. Une tendance aussi qui m'a semblé s'affirmer au travers de la deuxième promotion, c'est celle de l'innovation durable, évidemment en lien avec une préoccupation sociétale de fond. Nous avons choisi 2 structures et je rejoins d'ailleurs la remarque tout à l'heure de Laurence sur la définition qu'on juge nous aussi très restrictive de la start-up, ce qui fait qu'on s'est permis dans cette deuxième promotion de choisir une équipe qui n'est pas une start-up au sens où il a été défini tout à l'heure, mais c'est une association qui s'appelle la Réserve des Arts et qui œuvre à promouvoir et accompagner les opérateurs culturels sur la question du recyclage, notamment le recyclage des matériaux utilisés à l'occasion d'expositions temporaires. Le CMN organisant plus de 400 événements par an, c'est un sujet pour nous majeur en effet. Nous avons aussi retenu une équipe qui s'appelle Explorama qui elle travaille à valoriser la biodiversité, qui est aussi une expertise assez forte du CMN, puisqu'on parle beaucoup des bâtiments et des monuments, mais le CMN gère aussi tout un ensemble de jardins, voire de domaines classés,
avec là des problématiques très très particulières en termes de gestion, entretien, valorisation, préservation de ces ensembles paysagers. Pour ce qui est de la médiation, alors bon, au-delà de la médiation, je dirais que peut-être il y a un sujet transversal auquel on n'échappe pas, qui est celui de l'immersion. Alors l'immersion, bien sûr, majoritairement par l'image, qu'elle soit virtuelle, mixte ou autre, par le son, bien sûr, et Aken illustre parfaitement cette tendance. Et on voit en effet le médium sonore se renforcer dans les institutions. Bon, il y a des exemples intéressants récents à Vaux-le-Vicomte ou autres. Alors c'est à la fois une sorte de réinvention de l'audio-guide qui reste un mode de médiation peut-être qui paraît un peu classique, mais en réalité quand même très apprécié, toujours des publics. Donc je trouve intéressant, voilà, il y a une réinvention de ce support ancien, et en même temps, c'est une remarque personnelle, mais je trouve qu'on est effectivement là dans une capacité à déployer l'imaginaire de manière peut-être encore plus libre que par l'image. En tout cas, voilà, ce sont des interprétations variées de la question de l'immersion qui nous intéresse tout particulièrement. Alors là, j'ai lu il y a dernièrement dans Le Monde un article sur le défi des musées à propos de la surfréquentation donc des expositions, etc. Bon, évidemment, il ne s'agit pas de tous les musées et toutes les expos, mais quand même, il y a un sacré défi là au niveau médiation. Est-ce que vous allez vous orienter vers ce genre de défi également ? Alors oui, le CMN est confronté à ces questions sur un certain nombre de ces monuments, notamment des grands monuments parisiens tels que l'Arc de Triomphe. Hier, nous étions en séance de travail avec l'administratrice de la conciergerie de la Sainte-Chapelle, voilà, dont certains de ces monuments ont connu une année record en termes de fréquentation. Et effectivement, on est parfois pas loin d'une sursaturation de ces sites. Donc ça nous amène à considérer d'autres sujets qui sont tout aussi importants que la médiation au sens narratif et contenu. Je pense à des outils de gestion de file d'attente qui ont été mis en place d'ailleurs il y a de nombreuses années par le CMN déjà pour les tours de Notre-Dame dont nous gérions jusqu'à l'incendie le parcours de visite, qui ont permis d'optimiser de manière vraiment radicale le temps d'attente. Donc oui, bien sûr, ce sont des sujets qui sont tout aussi cruciaux pour nous. Voilà. L'incubateur, en ce sens, effectivement, permet d'embrasser des thématiques qui sont très, 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 très variées. Et si les expérimentations s'avèrent satisfaisantes, qui peuvent vraiment, j'insiste, faire l'objet ensuite de déploiement, de pérennisation. Nous sommes vraiment aujourd'hui là dans cette réflexion qui est très intéressante. Maintenant qu'est achevée la première promotion, c'est de nous poser, d'en faire le bilan. On en fait le bilan avec les startups, mais aussi d'en faire en interne le bilan et de voir quelles suites peuvent être ou pas donné, dans quelles conditions, y compris dans quelles conditions juridiques, parce que ça on n'en l'a pas abordé, mais c'est un point qui est très important. Et il y a beaucoup d'échanges autour de ces sujets entre les startups et le CMN, nos équipes juridiques en particulier. Donc, faut-il en passer par ensuite des lancements de marché, des lancements de concessions, c'est-à-dire la possibilité donnée à une entreprise d'intervenir dans un monument pour assurer une prestation pour le compte de l'établissement. Nous observons avec beaucoup d'intérêt aussi le dispositif récemment ouvert en fin d'année dernière, c'est-à-dire les achats publics innovants qui permettraient, dans certaines conditions et avec un plafond financier, de pouvoir acquérir des prestations innovantes hors d'une mise en concurrence. Voilà, donc ça c'est aussi un levier de développement qui est crucial tant pour les startups, qui nous posent beaucoup de questions là-dessus. C'est un des axes de formation d'ailleurs très appréciés qui sont menés par nos équipes juridiques pour donner des clés aux startups. On sait que répondre à un marché public pour une entreprise quelle qu'elle soit, à fortiori pour une jeune entreprise, c'est toujours un exercice assez difficile. Et pour nous aussi, c'est-à-dire comment on se donne les moyens d'explorer toutes les possibilités
d'acquérir, de pérenniser des dispositifs qui, par essence, sont très difficiles à décrire dans un marché, puisqu'on est dans des processus d'innovation. Vous parliez aussi à un moment donné de labellisation quasiment de la. Oui. Là aussi, c'est très intéressant pour une jeune entreprise d'être labellisée par le CMN. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Oui, alors ça, je laisse plus les startups en parler, mais bon, certaines, en tout cas, oui, nous ont témoigné du fait que, eh bien, l'opportunité de s'inscrire comme ça dans ce grand réseau du CMN, en tout cas, peut accélérer, peut leur donner de la visibilité, peut accélérer aussi des prises de contact, parce qu'au-delà du CMN, c'est aussi tout un réseau d'acteurs dans le champ patrimonial. Je pense que, en effet, c'est peut-être plus facile parfois d'accéder à certains d'entre eux par l'intermédiaire d'eux ou avec, je dirais, l'onction d'une certaine manière du CMN que de taper à la porte directement. Donc oui, dès que l'on peut faire des mises en contact pertinentes, on le fait bien sûr. Bien, écoutez, je voudrais remercier donc nos intervenants. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Attends, je vais passer là. Je pense qu'il y va. Bravo pour l'idée, bravo pour les projets. Bravo pour les idées, bravo pour les projets, vraiment. Et je pense que le son, c'est l'émotion. Il y a une dimension que je ne vois pas et qui me paraît assez facile à intégrer, qui est le multilinguisme. Je voulais savoir, par exemple, ce que vous avez comme projet là-dedans, parce que c'est, quand on n'est pas français, c'est important. C'est sûr. En tout cas, pour nous, c'est relativement simple. Pour nos projets à nous, en fait, au début de chaque expérience, l'utilisateur choisit la langue. Donc, on peut avoir choisi la langue au début de l'expérience, et donc il peut le faire. Là, au Musée de Libération, on a fait anglais-français, mais on peut faire autant de langues qu'on souhaite. Donc, c'est une question de localisation. Donc, faire jouer les acteurs de différentes langues, et du coup, ça facilite effectivement l'expérience. Enfin, c'est important pour les visiteurs étrangers de pouvoir accéder. Tout à fait. Oui, nous on traite cette question également dans le cadre des balades sonores qui sont commercialisées aujourd'hui. Le Confident Connecté, il était en version vraiment hyper bêta, donc on l'a testé que en version française, mais dans tous les projets qu'on développe, évidemment, on traite cette question. Ouais. Une autre question? Oui. Merci. Alors, je voulais remercier effectivement pour ce beau panel des différentes startups dans l'incubateur du CMN. Et j'avais deux questions, une pour Realcast et une pour Intercity. La première pour Realcast, c'était pourquoi avoir fait le choix. Alors, j'ai pas fait l'expérience, je tenais à le dire, mais ça me donne envie. Pourquoi avoir fait le choix du casque HoloLens et pas d'utiliser des tablettes pour pouvoir présenter l'expérience en réalité augmentée. Certes, le casque HoloLens, ça permet d'avoir les mains libres, ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, mais de mon expérience que j'ai pu avoir avec d'autres expériences avec ce casque, c'est un casque qui, je trouve, un peu frustrant du fait que le champ de vision dans lequel on voit l'expérience en réalité augmentée peut être un peu petite. Et voilà, ma question c'était pourquoi avoir fait le choix de ce casque-là par rapport à les tablettes. Et peut-être que... Je vais répondre d'abord. Et puis... Donc, en fait, c'est une excellente question. Et effectivement, nous, au début, la technologie de réalité augmentée peut exister sur différents supports. Et donc, nous, on développe aussi notre expérience fonctionne aussi sur les tablettes ou les téléphones. Mais dès le début, je dirais, dès le projet Quai Branly, on a mis à disposition des visiteurs les deux. Donc, ils pouvaient choisir entre les casques et les tablettes. Et on a vu une énorme différence en termes d'accessibilité. Et par exemple, dans cette expérience-là, les gens préfèrent attendre 2 heures de plus pour avoir le casque. Et en fait, parce que l'immersion est beaucoup plus forte et c'est beaucoup plus naturel. Évidemment, ça dépend comment c'est fait. Vous dites, quand vous portez une tablette, au bout d'un moment, vous avez les mains prises, elle fatigue. Et puis, il y a aussi un cadre qui est limité. Et du coup, vous devez faire ça tout le temps. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne dans certains cas. Mais le casque, il est vraiment quelque chose de naturel qu'on oublie. Et si c'est bien fait, en fait, même le cadre, on s'adapte assez rapidement et on l'oublie. Sans parler que les nouveaux casques, ils vont agrandir ce champ de vision et du coup, ça va devenir aussi beaucoup, beaucoup mieux, notamment le Lens 2 qui va être déployé aussi par les musées, au musée de la Libération, et ce sera mieux techniquement et plus confortable. Donc, il y a une vraie différence en termes d'accessibilité.
Donc je vous invite à tester. Oui. Je dirais avec grand plaisir. Une petite dernière question pour Intensity. Alors c'est peut-être une question un peu naïve, mais j'ai pas très bien compris votre valeur ajoutée par rapport à ce qui s'est fait déjà en vidéo mapping sur les monuments ou sur ce qui s'est fait à Notre-Dame ou c'était peut-être vous, je sais pas, la fête des Lumières de Lyon, ce qui existe déjà. Vous simplifiez les process pour que ce soit très simple pour tous les acteurs. Nous, on travaille sur la plateforme qui donnera l'accessibilité à des concepteurs lumière pour faire de l'éclairage. Vraiment, c'est ça le concept. Évidemment, on parle de sources qui sont vidéo majoritairement. On parle, nous, plutôt de lumière hybride parce que c'est de mélanger les deux. Et c'est une plateforme dans laquelle il y a de la simulation, il y a de la gestion de scénario, il y a de la gestion de flux, il y a de l'interactivité sur du flux Internet, sur du public, sur d'autres applications, des choses comme ça. Donc on est vraiment dédié à cette partie-là. La partie vidéo mapping étant très très proche, je suis d'accord. Là, il y a aussi un côté pérenne de l'installation. On parle d'une plateforme qui est, quand le client se met dessus, il s'engage pour 5-6 ans d'exploitation et nous de maintenance, etc. Et on aborde déjà en ce moment un nouveau process, c'est le LAS, Lumière as a Service, où on pourrait s'associer à des installateurs pour que l'ensemble soit payé à l'utilisation en vérité. Et y compris pour les concepteurs qui, en fonction de l'utilisation de tel ou tel concept d'éclairage à tel et tel moment, sont rémunérés aussi là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses derrière à gérer. Et alors pas pour tous les sites, pas dans tous les pays, il faut qu'on s'associe à ça. Et de la même manière, sur la maintenance, on parle de choses pérennes, on a besoin de choses qui remontent très vite sur des équipes déjà en place, qui ne connaissent rien à la vidéo, mais qui doivent... Voilà. On amène un outil vidéo dans l'espace lumière. Voilà, c'est pas l'inverse. Bonjour, Jordan Abou à Paris Match. Je m'adresse à Madame Senghor. On travaille avec le Centre des Monuments Nationaux sur un projet qui va aboutir bientôt sur la Villa Cavrois en réalité virtuelle. Je voulais vous poser une question parce que effectivement, d'ailleurs, merci pour ce bel exposé. Et cette association qui existe entre les startups et le Centre des Monuments Nationaux, est-ce que dans votre modèle d'innovation, vous intégrez donc sur le long terme peut-être une triple association avec des journalistes qui racontent les histoires? Voilà, je voulais savoir si vous... Bien sûr, on s'autorise tout. Oui, on part toujours, encore une fois, de l'opportunité d'une rencontre et l'intérêt d'un partenariat qui est construit, en effet, même, enfin, à 2 ou 3, selon la manière dont on perçoit ce réseau. C'est-à-dire, c'est en tout cas l'intention d'une entreprise qui rencontre la problématique d'un site et en association avec une expertise aussi en général. Là, par exemple, dans le cas d'Intensity, il y a effectivement plusieurs monuments d'ailleurs qui sont très intéressés, qui candidatent. Alors chacun parfois pour des motifs d'ailleurs différents, ce qui donne autant d'occasions de tests à la start-up. Ce travail se faisant en lien donc avec Intensity, mais aussi en l'occurrence la direction de la conservation des monuments, des collections et des monuments au CMN, qui est la direction qui opère ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, donc vraiment tous les travaux. Donc souvent c'est des discussions tripartites. Donc la pertinence d'un projet, y compris après en termes de conditions d'expérimentation, parce qu'on peut avoir, on peut être tous convaincus de l'intérêt de tester tel projet, mais simplement les conditions sont pas rassemblées. Ça peut être des conditions météorologiques. On a beaucoup de monuments en extérieur, donc voilà, où les conditions financières ne sont pas là. C'est d'ailleurs pour ça, sur cette deuxième promotion, que nous avons intégré le principe d'une bourse, ce qu'on n'avait pas fait sur la première promotion, et on a été à l'écoute des retours d'expérience des startups. Donc cette année, on va essayer d'accompagner dans la mesure de nos possibilités, enfin de contribuer, de participer au coût d'expérimentation, parce qu'on a conscience que, pour un certain nombre de startups, il y a des coûts spécifiques au lieu d'expérimentation qui sont pas amortissables dans la durée. Donc on veut participer de cet effort-là. Oui, un projet qui associerait des créateurs, des producteurs de contenu qui soient issus de la presse ou de tout autre univers, dès lors qu'encore une fois il y a une pertinence de prise de contact et d'opérationnalité du projet avec un monument, bien sûr il faut
il faut candidater pour la prochaine promotion. Mais comme vous l'avez dit, il y a aussi, au-delà de l'incubateur et au-delà, avant, après, enfin, je sais pas comment le dire, d'autres manières de collaborer avec le CMN. L'incubateur, pour nous, c'est vraiment un espace, je dirais, un peu de liberté, de prise de risque partagée, qui nous permet de travailler sur des projets qui sont très amont. Mais après, il y a plein d'autres manières de collaborer avec le CMN, peut-être le cas en ce qui vous concerne, dans des logiques, alors là, évidemment, plus encadrées d'un point de vue juridique. Ça va être une logique de marché public. Le CMN publie un marché et va chercher un prestataire qui va répondre à ce marché, ou va, comme je disais tout à l'heure, aller chercher un concessionnaire qui va ensuite opérer un projet ou une activité dans un monument, ou via des formes partenariales, mécénales, etc. Mais là, on est dans... ça, pour nous, cela concerne des projets qui ont déjà atteint une maturité et on est là face à un client ou un partenaire. On est dans une logique de marché. On n'est plus dans l'expérimentation. Voilà. Mais évidemment, il y a un continuum autant que possible entre les deux phases. Bonjour. Alors du coup, moi, la question que je me posais, donc c'était plutôt vis-à-vis des dispositifs qui travaillent sur l'expérience du visiteur, l'expérience avec l'histoire, l'immersion, etc. Il me semble que c'est des dispositifs qui moi m'intéressent beaucoup, mais il me semble que on ne peut les apprécier que dans le cas où on va peut-être réguler l'affluence des visiteurs. Par exemple, dans la vidéo qu'on a vue, dans le bunker, il y avait 2 visiteurs. Comment est-ce qu'on envisage, du coup, si on généralise ces dispositifs-là, comment est-ce qu'on envisage la régulation des visiteurs? Qu'est-ce que ça implique en termes d'accessibilité des monuments, des musées, etc. Est-ce qu'il faudra, par exemple, s'y prendre 6 mois à l'avance pour réserver? Est-ce que ça veut dire que le prix des visites va monter et que, du coup, on aura quand même une accessibilité par ailleurs réduite pour certains publics? Comment est-ce qu'on envisage, du coup, ces évolutions-là par rapport à l'accessibilité justement des musées et des monuments? Oui, c'est un problème crucial. En fait, c'est un problème et une solution. Ça dépend comment on prend quel est l'objectif. Donc, effectivement, pour nous, là, dans ce cas-là, par exemple, c'est par groupe de 10. Mais bon, le lieu est fait de telle sorte que de toute façon, en mettre plus, ça nuirait même à une visite traditionnelle. Les gens ils se bousculeraient dans ce bunker. Ça ne serait pas intéressant, voire même peut-être dangereux, je ne sais pas. Au niveau sécurité, voilà, au niveau sécurité, ils ont une limitation. Donc, quelque part, ce lieu-là, pour ce type d'expérience, c'est un peu le cas idéal, parce que de toute façon, par sa nature, il ne peut pas accueillir plus de monde à la fois. Après, effectivement, il y a des musées comme Louvre, ou des lieux comme Versailles, voilà, qui accueillent des milliers de gens à l'heure. Et donc, là, c'est une autre approche. Et après, c'est un choix je dirais, de ce qu'on propose aux visiteurs. Et donc, si on vous propose une expérience qui a une valeur ajoutée et où, effectivement, il faut avoir une expérience plus personnelle parce qu'on a besoin d'espace autour de soi pour vivre une expérience, bah forcément, ça limite le nombre de visiteurs. Si on est dans un groupe de 20, forcément, on va écouter le guide. Donc, en fait, c'est un choix aussi de lieu. Quel type d'expérience il veut proposer aux visiteurs? Donc, quel est l'objectif? Est-ce que c'est de passer un maximum de monde? Est-ce que c'est de proposer une expérience avec plus de valeur? Voilà, donc ça c'est les lieux et chaque lieu en fait il a ses propres objectifs et donc il n'y a pas une solution. Évidemment les dispositifs vont être plus, je dirais, ils vont baisser en termes de coûts, donc ça va se démocratiser quoi qu'il arrive et donc il y aura plus de casques réalité augmentée dans quelques années, c'est sûr. Et donc les visites vont s'adapter. Après c'est vraiment les lieux et leur politique d'accueil qui doit décider ça, y compris le prix d'entrée ou pas. Donc ça chaque lieu aussi a sa propre politique. En France, c'est différent qu'à l'étranger aussi. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui gèrent ça. Oui, je complète. Effectivement, c'est d'excellentes questions qu'on se pose tout le temps. Et c'est bien l'enjeu des expérimentations. Justement, dans un cadre délimité dans le temps, peut-être plus facile aussi en termes de communication vis-à-vis du public, parce qu'ils participent, ils se sentent partie prenante de cette expérience, justement de tester la question de l'ajustement du dispositif au flux de public, selon les pics aussi, parce que même dans un monument, il y a des jours creux, des jours pleins, il y a des saisonnalités, etc. De tester le modèle économique, de tester l'articulation entre le dispositif innovant et ce qu'on disait tout à l'heure, la médiation, la part de médiation humaine aussi. Voilà. Et c'est précisément autour de ces sujets, d'ailleurs, qu'on travaille avec Readcast. Il n'y a pas de solution, enfin, en tout cas,
pour ce qui est du CMN et ces 100 monuments, il n'y a aucune solution transposable directement. Voilà. Ce qui est une vraie question pour les startups, parce que ça veut dire comment on peut amortir un dispositif si en réalité, à chaque fois, on doit produire des contenus particuliers, puisqu'en général, en rapport avec l'histoire du monument, et dans un cadre d'exploitation qui change chaque fois. Juste pour finir, c'est que je pense que, et du coup, nous, le but, c'est pas de remplacer l'offre existante. Donc nous, notre vision, c'est pas dire maintenant il y aura que des expériences sur réalité augmentée, il y aura plus besoin de guides, il y aura plus besoin de médiateurs. C'est pas ça, c'est une valeur ajoutée. Donc c'est une nouvelle expérience pour un public qui souhaite faire ça, qui est forcément limité. De toute façon, tout est limité. Même le Louvre, au bout d'un moment, il est limité. Donc c'est juste une question de stratégie. Comment avancer et améliorer l'offre tout en gardant aussi l'offre existante et faire un bon équilibre entre les deux. Merci. Et bonjour, une question plus pour Creacast. J'ai pas vu l'expo, mais c'est vrai que ça donne envie d'y aller. Et je me pose une question au sujet de la sécurité par rapport au casque de réalité virtuelle. Comment vous gérez, je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui sont, on les voit dans le film, qui se déplacent, etc. J'ai pas idée comment vous gérez la sécurité par rapport à ça. Donc en fait, il y a une médiatrice, un médiateur qui est à l'entrée, qui s'occupe vraiment d'installer les casques sur la personne et donc de récupérer les casques, et mettre à charger, et qui est là aussi pour expliquer le contexte au début. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est vraiment cette personne-là qui garantit le bon déroulement et la sécurité et que l'expérience se passe bien et que les gens apprécient. Mais les gens peuvent se déplacer. Enfin, je veux dire, ils sont non, pas... mais une fois, en fait, c'est au début de l'expérience. Donc, avant de rentrer dans le lieu, il y a une porte, ancienne porte. Donc, ils installent le casque et après, ils sont guidés complètement par le système virtuel. Donc, il y a aussi un guide virtuel qui les accueille, le soldat, qui les guide dans le lieu. Donc, une fois l'expérience a démarré, il n'y a plus besoin de médiateur. Par contre, il est important avant et après, pour que ça démarre bien, en fait. Donc aucun risque de télescopage physique. Non. Oui, et c'est en fait l'avantage des réalités mixtes, réalité augmentée, et vous l'avez vu dans la vidéo, et on n'a pas fait la différenciation avec la réalité virtuelle. En fait, la réalité virtuelle, c'est un casque qui est complètement fermé, et donc vous ne voyez pas la réalité, vous voyez que les images virtuelles. Et donc c'est plutôt adapté à être assis, et donc faire une expérience plutôt solo, qui est très immersive. À la différence, la réalité mixte, en fait, vous voyez tout ce qui vous entoure. Donc vous voyez les personnes qui font la visite, vous voyez les lieux, et vous voyez les hologrammes qui sont dans le lieu. D'accord, donc ma question n'a pas de sens. Voilà, non, enfin si, parce que en fait, c'est pour ça que c'est des nouveaux termes, en fait, ils ne sont pas connus par tout le monde, c'est normal, c'est nouveau. Du coup, on parle de la réalité virtuelle, et en fait, il y a plein de choses différentes dedans, et réalité mixte, réalité virtuelle, sur téléphone, sous casque, il y a plein de différences. Donc ça va venir, et donc plus vous expérimentez, vous comprendrez aussi, vous verrez la différence. Je voulais savoir un petit peu la périodicité des rencontres avec les musées du CMN. Comment ça se passe? Est-ce que c'est sous forme de workshop? Enfin, un peu concrètement, comment les choses se déroulent au fil de l'année? Alors, en fait, c'est vraiment organisé selon le rythme de l'expérimentation. Alors, il y a après le choix des équipes en juin. Bon, il y a quand même un moment un peu festif, tous ensemble, pour commencer à créer une communauté, parce qu'il y a cet effet-là aussi qui est intéressant de communauté qui grandit d'ailleurs d'une saison sur l'autre. Et je pense que les échanges entre pairs, entre startups, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'au fond les problématiques sont quand même souvent les mêmes, même si après appliquées à des cas très différents, et qu'il se passe beaucoup de choses, et que voilà. Donc nous, on essaye de mixer des moments comme ça collectifs et des moments plus individuels, où là on va travailler avec chaque start-up en fonction de ses besoins, de ses enjeux. Donc en début d'incubation en septembre, donc après l'été, on fait une sorte d'entretien avec
des correspondants qui vont suivre ensuite la start-up pendant toute son incubation au CMN et qui ont des expertises métiers particulières pour vraiment discuter. On prend le temps, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour discuter au fond de ce que la start-up attend de cette année d'incubation, quels sont avec quoi veut-elle sortir au fond, quels vont être ses critères d'évaluation du succès de cette incubation. Et puis nous, de notre côté, on va exprimer aussi nos attentes, nos souhaits, nos problématiques autour du sujet pour déterminer un premier cadre de travail. Partant des conclusions de cette première séance d'échange, nous on va ensuite, je dirais, porter un peu la bonne parole auprès des monuments du réseau pour susciter des envies. Et donc il y a aussi un processus d'une certaine manière de candidature interne qui est favorisé auprès des équipes des monuments et qui est géré par la mission stratégie prospective et numérique qui est au sein du CMN et vraiment l'entité qui pilote tout ça. Et ensuite, on va faire un croisement entre les candidatures des monuments qui vont dire je sais pas, moi j'ai envie de travailler avec Intensity, j'ai envie de travailler avec Realcast, et les souhaits des startups. Donc on va ensuite organiser une séance au cours de laquelle on va, et on en est là aujourd'hui, enfin un peu après, on va proposer des mariages d'expérimentation entre monuments et start-up. Et là on voit finalement que très souvent il y a plusieurs monuments pour une start-up, parce qu'encore une fois il y a plusieurs cas de tests. Une fois ces mariages réalisés, définis, et bien le temps de l'expérimentation va pouvoir se mettre en place avec cette année un point nouveau qui est, je le disais tout à l'heure, l'attribution d'une bourse qui va amener les startups aussi à établir un budget auquel le CMN va contribuer partiellement. Puis après, on sera dans le temps du déploiement de l'expérimentation, puis du bilan de l'expérimentation. Et puis, en complément de ce fil rouge de l'expérimentation, il y a aussi tout ce qui relève des formations qui sont proposées par les agents du CMN aux startups. Donc, en général, ce sont des formations collectives. J'évoquais le temps consacré aux aspects juridiques. Il y a également un temps qui s'est déjà déroulé, qui a été consacré aux problématiques de communication, de marketing, voilà. Et puis aussi en fonction des souhaits des équipes, on peut nous ensuite essayer de mobiliser en interne des experts qui vont consacrer 1 heure ou 2 à parler de leur métier et échanger avec les équipes. Quelque chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Vous ne mettez pas les sociétés en concurrence. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre, par exemple, 2 sociétés qui font du podcast ou ça c'est très aussi, important. Donc, au niveau de l'ambiance. Enfin, oui, dans la sélection, c'est vrai qu'on veille à préserver. C'est important un état d'esprit, j'espère, d'échange, de collaboration et pas de concurrence interne, évidemment. Donc, on va travailler sur on définit des formes un peu de verticales qui correspondent à des typologies d'innovation qui nous intéressent particulièrement, et on va s'employer à choisir une start-up sur chacune de ces verticales, en effet, pour favoriser autant que possible l'entraide et l'échange. Oui, ça c'est un principe important qu'on se donne. Et puis, on l'a pas dit, mais tout simplement aussi de pouvoir de travailler sur les valeurs qui nous sont communes. Voilà, je pense que quand on est entrepreneur dans la sphère culturelle et patrimoniale, effectivement, on est aussi au-delà de l'intérêt de sa propre société, traversé par des valeurs plus sociétale. Voilà, donc il est important aussi au moment de l'évaluation des dossiers, des pitchs, de sentir ça, cette envie aussi d'être partie prenante d'une communauté et d'être prêt aussi à s'ouvrir aux autres. Juste sur la question de la concurrence, il faut quand même se dire que la plupart des structures, des institutions culturelles, etc., patrimoniales, elles n'ont pas non plus un budget extensible. Et donc, si elles achètent Realcast, elles n'achèteront pas Intensity ou Aken. Donc, en fait, pour de vrai, la concurrence, elle existe bien sûr, mais
il faut juste la prendre de façon stimulante et de se dire qu'en fait, on est dans un écosystème qui est vivant. Et pour le coup, l'année précédente, ce que mes yeux ont vu, on travaillait autour de projets sonores et c'était plutôt très intéressant de venir, toutes les deux, ces deux boîtes, de venir confronter notre façon de travailler, aussi notre façon d'aborder le marché, etc. Et en fait, il y a une très très bonne ambiance dans les promos et c'est super, mais en fait, on est quand même là pour bosser et puis pour vendre nos solutions. Donc, il y a quand même une réalité économique derrière tout ça, quoi. Oui. Après, dans le cas du CMN, on n'est pas en fonction des innovations, on parle pas des mêmes budgets, on parle pas, donc il n'y a pas forcément de concurrence directe. Par exemple, entre Trenton City et un projet Railcast, c'est deux budgets totalement différents, donc il n'y a pas de concurrence. Et puis après, on travaille pas sur le court terme d'un an. Enfin, ce qu'on dit là, c'est qu'on construit une communauté qui va grandir dans les années qui viennent. Donc en tout cas, pour ce qui est du CMN, il y a des budgets qui sont attribués chaque année. Il y a des budgets qui sont pilotés au niveau du siège. Il y a des budgets après des monuments eux-mêmes. Enfin, voilà. Donc, il y a une diversité de cas de figure en fonction des innovations et des projets dont on parle. Voilà. Après, comme toutes les institutions culturelles, bien sûr, et privées, on travaille sur des budgets contraints, mais ça n'empêche pas de varier les achats publics. Je vais remercier nos intervenants.